cette semaine, entre autres, nous vous parlons d'un bal chez les Petits Frères des Pauvres. Nous parlons aussi de l'Association québécoise des enfants dysphasiques, chapitre Estrie. Et Sylvie s'est rendue au Centre d'artistes de l'Université Bishops pour parler avec Gaétane Vernat, qui en est la directrice, et l'artiste qui expose en ce moment. Gaétane Vernat, toute une programmation pour la galerie d'art de l'Université Bishop. C'est bien parti et ça part en grande aussi. Oui, on est vraiment très contents. C'est le début d'une nouvelle année scolaire à l'université et on commence notre troisième année en tant que galerie d'art universitaire et on commence par un projet qui essaie de lier des ponts entre les arts de la scène, la danse, la musique, avec les arts visuels. La première exposition de l'année, c'est Pierre Bruno qui débute le mercredi 20 septembre et qui va se poursuivre jusqu'au 29 octobre. Et on a invité Pierre Bruno à faire une installation dans la galerie. Et la raison comment on est arrivé à cette collaboration, c'est que Pierre Bruno est venu faire une résidence avec deux chorégraphes, Sylvain Aymar et Louise Bédard, et il a été invité pour faire une résidence avec eux pour créer les décors de leur prochain spectacle, Te souvient-il, qui donc va passer au Théâtre Centennial le 17 octobre. Et après ça, en discutant avec Luce Couture, directrice de la programmation du théâtre, on s'est dit que ce serait bien de faire un projet ensemble, justement pour permettre à des publics d'art visuel de faire un lien avec la danse. Et donc, on a invité Pierre Bruno à créer une œuvre spécifique qui est éphémère, ce qui veut dire que les gens qui viendront la voir à la galerie, une fois l'exposition terminée, on ne pourra plus la revoir. Tout ce qui restera seront des photos comme document de l'œuvre. Donc, c'est cette première exposition qui débute notre saison. Ensuite, on va avoir une autre exposition qui s'appelle Cedar People, avec des artistes qui viennent de la Colombie-Britannique. Et cette exposition-là, c'est un regard sur la photographie de la sculpture aborigène avec un artiste qui est un sculpteur de la nation Squamish de la Colombie-Britannique. Donc, c'est une autre forme d'exposition qui met en scène des questions d'environnement, de préservation de la nature, des traditions anciennes et aussi de la photographie, des grandes photographies de 8 pieds par 4 pieds, de photographies panoramiques d'arbres, de cèdres, donc c'est pour ça Cedar People. Donc, des expositions qui allient la performance, l'installation, l'art contemporain. Oui, et puis aussi, on essaie toujours par exemple, dans le cas de chacune des expositions, on fait des visites guidées avec l'artiste pendant que l'artiste est sur place à l'université. On essaie de justement établir un lien entre le public et l'artiste et au lieu de parler au nom de l'artiste, de lui permettre lui-même de communiquer avec les étudiants et avec le public. Donc, on essaie vraiment d'ouvrir la galerie pour que les gens se sentent confortables et que même s'ils n'ont aucune opinion sur le travail qu'ils voient, mais qu'ils n'aient pas peur d'ouvrir la porte, de rentrer et de venir expérimenter les œuvres d'artistes contemporains. Il y a d'autres expositions aussi qui vont se poursuivre jusqu'au mois d'avril, rapidement. Rapidement, au mois de janvier, on va pour la première fois présenter de la vidéo, donc des séries de vidéos d'artistes. Ensuite, on va avoir une exposition qui s'appelle Beyond Sweeties, qui va être très très drôle. C'est une artiste qui fait des installations, mais elle a juste un petit résumé, c'est que son travail, ça a un regard sur les tâches traditionnelles des femmes, la cuisine et la cuisine de dessert, qu'elle va transposer à l'intérieur de tableaux. Donc ça, c'est la deuxième exposition qui aura lieu au mois de février. Et puis ensuite, bon, comme d'habitude, au mois d'avril, il y a l'exposition des étudiants qui graduent. Et puis, il y aura aussi une autre installation dans le domaine urbain. Ce seront des drapeaux et ce sera une exposition qui aura lieu du 4 avril au début du mois de mai. Et cette exposition-là parlera encore d'identité, mais là, ce sera vraiment dans le milieu urbain de Lennoxville, des drapeaux que tout le monde pourra voir sans même rentrer dans la galerie. Donc, on essaie de pousser les limites de la galerie d'art dans le domaine public. Sortir des cadres. Voilà, exactement. De toute façon, on reviendra vous voir pour en parler plus longuement de ces expositions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pierre Bruno, on parle d'une installation et c'est assez particulier. Expliquez-nous un peu. C'est particulier dans le sens où il y a deux images différentes. Mon travail, on le voit toujours à la lumière et à l'obscurité, parce que je travaille avec un pigment phosphorescent.
Puis dans le cas spécifique de cette installation ici, c'est le visiteur par ses mouvements et dépendant d'où il est situé dans l'installation qui détermine si c'est allumé ou éteint. Et c'est pourquoi ça s'éteint présentement? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas bougé d'abord. Et c'est ça, c'est surtout, j'aime bien travailler sur le temps dans les installations que je produis. Donc il y a moyen de passer très vite dans l'installation, mais on verra moins comment l'installation se développe dans l'obscurité, parce qu'après 1 minute d'immobilité, il y a encore quelque chose qui se produit. Donc c'est un peu exigeant, je dirais, dans le sens qu'il faut donner du temps. Et puis quand on pense que, quand juste se regarder, voir un musée, on passe quelques secondes devant chaque toile. Alors là, c'est une demande particulière. Vous recevez des jeunes bientôt et j'imagine qu'ils vont être fascinés. Ben, ça serait bien. Ça dépend. Toutes sortes de réactions. Ça surprend en tout cas. Oui. En général, c'est assez facile, d'une part, parce que c'est spectaculaire. Le pigment en soi, la lumière qui émane du pigment est spectaculaire. Puis, il y a toujours l'effet de surprise aussi, quand on n'est absolument pas averti et puis qu'on vient dans l'installation, c'est vrai, ça plaît. Bien, écoutez, on va en profiter. On va voir justement pour le bénéfice des spectateurs ce que ça dit, ce que ça donne. Merci. Très bien. Saviez-vous qu'il existait une association québécoise pour les enfants dysphasiques? J'en parle avec la coordonnatrice du chapitre Estrie, Mme Lynn Bélan. Bonjour. Bonjour. Madame Bélan, d'abord, la dysphasie, ce n'est pas tout le monde qui connaît ça. Non, c'est très peu connu. Pourtant, ça fait quand même 13 ans que l'association existe et que ça fait plus longtemps que les enfants dysphasiques existent. Mais on ne les connaissait pas sous ce nom-là. Et ça doit exister encore de nos jours, des parents qui se retrouvent aux prises avec un enfant qui a des problèmes de communication et qui ne sait pas mettre un nom, qui ne savent pas mettre un nom là-dessus. C'est tout à fait vrai. Il y a des parents qui se sentent un petit peu démunis parce qu'on manque aussi de ressources. Il y a des médecins, il y a des services de garde qui ne sont pas au courant de ça non plus et qui ne savent pas comment les guider encore. Qui dit dysphasie parle de problèmes d'élocution, mais d'autres problèmes aussi. Oui, souvent, la dysphasie peut amener d'autres problèmes parce que ça fait partie d'un trouble neurologique. Alors, c'est dans le cerveau et ça affecte aussi d'autres, comme la motricité, l'équilibre au jeune âge. Parfois, ça peut affecter aussi la généralisation parce que ça a rapport encore au langage. Et la connaissance, elle est difficile à acquérir au même risque que les autres. Où en sommes-nous rendus quant au progrès? Au progrès. En ce qui est des recherches, on n'est pas encore assez avancé parce qu'on ne la connaît pas encore assez bien. On est en train de travailler en tant qu'association de parents avec notre siège social provincial est en train de travailler très fort pour le faire reconnaître au niveau du ministère de la Santé et de l'Éducation, premièrement, pour qu'il soit bien reconnu et que ces enfants-là aient l'aide nécessaire dans ces endroits. Qu'est-ce que l'association offre aux parents? L'association offre de l'écoute, elle offre des rencontres de parents, elle offre des conférences pour venir en aide, à trouver les ressources, à les aider dans leur démarche, et pour qu'ils ne se sentent pas seuls, qu'ils puissent avancer et puis aider du mieux qu'ils peuvent leur enfant à s'épanouir et bien avancer dans leur projet, là, pour pouvoir les aider au niveau scolaire, au niveau social, le mieux possible. Et avec les ressources, ce serait encore beaucoup mieux. Oui, parce que les ressources ne sont pas encore énormes. Par exemple, vous avez dû déménager, vous êtes maman d'un enfant dysphasique, vous avez dû déménager pour qu'il puisse assister à une classe de langage. Oui, ça, en effet, il n'y en a pas beaucoup encore.
Les classes de langage vu que ce n'est pas très, très connu, on les met dans des classes ressources ou on les laisse dans des classes régulières sans ressources, on ne sait pas quoi faire. On tente parfois avec des éducateurs, des intervenants pour les accompagner, mais ce n'est pas suffisant. Ils ne comprennent pas, ils n'avancent pas, et puis c'est très mauvais pour leur estime de soi. Alors, il faut les aider à apprendre à leur rythme. Et puis, s'il faut, c'est important de respecter l'enfant en premier avant de prendre toute décision. À l'association, vous avez créé un outil. Ça s'adresse surtout aux parents. C'est une vidéo qui dure une vingtaine de minutes pour faire connaître un peu la problématique. Oui, et puis c'est pour justement sensibiliser aussi tous les intervenants toutes les personnes qui peuvent avoir accès à rencontrer cet enfant-là, les CLSC, les centres de petite enfance, les médecins, tous ceux qui ont à les rencontrer seront sensibilisés et les parents aussi sauront c'est quoi la dysphasie. Quand ils vont recevoir le diagnostic, ils vont avec le vidéo, ils vont pouvoir comprendre beaucoup mieux comment ça se passe dans leur tête. Maintenant que la réalisation est faite de cette vidéo-là, quels sont les projets? Les projets, il y en a plusieurs. On en a, premièrement, on a déposé un mémoire au Collège des médecins au printemps dernier et on vient tout juste de recevoir des nouvelles comme quoi qu'ils avaient accepté nos recommandations et puis on a bien hâte de voir ce que ça va donner pour les générations futures de nos médecins. Mais il faut encore travailler pour, surtout dans les niveaux scolaires et niveau santé encore concernant, il faut toujours quand même continuer à sensibiliser le plus d'endroits possible parce qu'ils sont dans notre société et ils ont besoin d'être reconnus et d'être reconnus comme une personne à part entière, comme toute autre personne. Oui. Et ça commence dans la famille. Il faut savoir pouvoir identifier le problème de l'enfant. Si on se doute de quelque chose, on peut vous rejoindre si on n'est pas certain que notre enfant est atteint ou pour toute autre information, à quel numéro on peut vous joindre? Vous pouvez me joindre au 819-823-1033 ou 1033 pour être plus précise. Parce que vous pouvez me rejoindre de 8h à 5h du lundi au vendredi en tant que coordonnatrice. Je suis prête à être à l'écoute et d'aider les parents à les situer, à les guider où ils doivent aller pour continuer leur démarche. Merci beaucoup. Merci. Des fois, je comprends pas. Des fois, il est pressé de dire des affaires, puis on comprend pas. Des fois, il est calme, puis il prend le temps de le dire. Des fois, ils disent qu'il ne fait pas jouer avec eux parce qu'il est bizarre, tout ça, puis je le défends. Comme quand il serait cette année, il va aller à l'école, puis il faut que je reste avec lui les premières récré dehors. Au départ, j'étais sûre que Marie-Gabrielle n'avait pas... Les gens de communication se réunissent. Et oui, il existe maintenant un club de communication appelé MC Communication. Sylvie rencontre pour nous Gaétane Larose qui nous en parle plus en détail. Le club de communication de Sherbrooke était de passage à Câble 10 la semaine dernière pour un dîner-rencontre. Nous en avons profité pour rencontrer Gaétane Larose, vice-présidente. Bonjour, Gaétane. Bonjour, Sylvie. Si on parlait du club de communication au départ, nous rappeler ses objectifs. Bon, d'abord, le club existe depuis 1986 et c'est un organisme à but non lucratif pour tous les gens qui œuvrent dans le domaine des communications, des relations publiques. Et c'est un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu aussi de réseautage, on peut dire ça aussi. Et on y rencontre justement plusieurs personnes de différents organismes là, et de tout acabit aussi. Exactement, des gens qui ont pour mission de rédiger des messages pour des organismes, pour des associations. Vous rencontrez les midis, vous rencontrez également des organismes pour en savoir un peu plus sur eux.
C'est ça. Alors, on se rencontre une fois par mois, tous les membres ensemble, et on se donne des activités de formation, de ressourcement. On fait des visites, comme ici aujourd'hui, et on visite aussi des radios locales, postes de télévision, journaux. Et aussi, à l'occasion, nous recevons des conférenciers sur des sujets pour nous aider, nous faire réfléchir sur les problématiques qui touchent notre profession. Et depuis la rentrée, on peut dire que vous êtes en plein recrutement aussi. Vous vous êtes donné des objectifs personnels et de groupe. Oui, on aimerait bien rejoindre tous les gens qui travaillent en communication pour leur permettre de se rencontrer entre eux, parce que vous savez que les gens en communication, c'est des gens malgré tout qui sont assez isolés dans leur travail. Donc, si on pouvait ensemble se retrouver. Donc, on invite la population, surtout les organismes qui ont des agents de communication à leur service, à entrer en communication avec le Club Communication de Sherbrooke. On peut vous demander les coordonnées pour vous rejoindre? Bon, alors, on communique avec M. Marcel Coulombe qui s'occupe des inscriptions. Et on peut voir le numéro au bas de l'écran. C'est ça. Des activités qui s'en viennent, on peut en nommer quelques-unes? Oui, nous aurons une communication de M. Yves Bellavance au mois d'octobre sur les relations publiques. Et au mois de novembre, nous recevrons un conférencier qui n'est pas encore déterminé, qui va venir nous parler de la problématique. Vous savez qu'actuellement, avec tous les regroupements des médias, c'est questionnant au niveau local. Est-ce qu'au plan local, on peut encore faire des communications, faire des médias en pleine liberté? Donc, c'est une question qu'on va se poser à l'aide d'un conférencier de mars, mais on n'a pas de nom à donner encore.